Je veux une Tesla, la technologie moderne. Peu importe ce que Mustang a fait en 1971, une semaine de jambes, c'est tout ce que tu fais. Tu es sérieux, putain? Alors, nous avons ici une question, une très bonne question. Est-ce que l'un de vous a déjà donné un conseil que vous saviez être mauvais? Un conseil tellement mauvais que ça vous a fait grimacer? Je me souviens d'au moins 2 occasions où j'ai fait ça. Commençons. Peu de gens savent, que j'étais très proche de Michael Jackson au début des années 80. Il m'a confié vouloir un avantage pour booster sa carrière qui décollait. Je lui ai dit que mon idée lui paraîtrait folle, mais il était prêt à tout pour la célébrité. Il lui a dit de prendre les 20 prochaines années pour se transformer lentement en femme blanche et de dégager. J'ai dit, sérieusement, tu vas devenir une superstar mondiale. Johnny, je le regrette. Tu étais la putain de raison pour laquelle j'ai perdu ma superstar préférée? Chaque jour j'y pense, mec. Je lui ai dit de mettre cette merde dans cette phrase aussi. Ça a marché. Le pire conseil que j'ai donné et que j'appliquais constamment. Au fait, j'étais un adepte de l'entraînement jusqu'à l'échec à chaque série de travail. Échec, point final. Mes amis powerlifters qui s'entraînaient avec des répétitions en réserve sont devenus plus musclés et plus forts que moi, me surpassant. Et j'étais là à me contenter de mes propres résultats. Et tous les athlètes que j'entraînais n'obtenaient pas non plus de très bons résultats. J'ai ensuite suggéré à tous de faire des répétitions en réserve. Tout le monde, moi inclus, a trouvé ça extrêmement difficile, mais pourtant, nous l'avons fait. Mais j'étais déjà assez intelligent, je savais bien parler pour contourner pas mal de trucs, et les gens trouvaient ça très convaincant. Cela m'a laissé avec une certaine révérence. Si tu es assez intelligent et as de la tchatche, tu peux vraiment mieux t'exprimer. Apprends des trucs au lieu de juste balancer tes sentiments à tout va. Donc j'ai fait 2 ans de master, puis 3 ans de doctorat. Après ça, j'ai vraiment assuré. Alors, ouais, et toi, mec? C'est grave à quel point? C'est assez grave. Je ne sais pas si c'est... Voilà comment je réfléchis. Auparavant, je conseillais de ne pas descendre totalement la barre jusqu'à la poitrine lors du développé couché. Je comprends que tu disais aussi des choses similaires avant. J'aimerais connaître ta raison. Pour ma part, voici pourquoi je pensais comme ça. Ma raison était que la plupart du temps, quand je voyais des gens, surtout pendant l'entraînement, toucher leur poitrine, quand ils touchaient leur poitrine, ils étaient désactivés, il y avait un rebond et ils relâchaient la tension. Mais ils laissaient juste remonter ça comme un ressort. Et je me suis dit, si tu l'amènes vers le bas comme vers l'intérieur de ta poitrine, tu es constamment engagé, jamais déconnecté, c'est vrai, mais tu passes aussi à côté de certaines choses. L'étirement est la partie la plus importante. Je me suis dit que ce n'était pas bon. Y a-t-il eu un moment où tu t'es dit d'arrêter car tu savais que c'était mal? Ou plutôt que ça faisait longtemps que tu n'avais pas donné ce conseil, puis en y repensant plus tard, tu te dis « Waouh, je n'en reviens pas de dire ça avant ». Parce que pour moi, avec l'entraînement à l'échec, j'ai commencé à m'entraîner moins près de l'échec au fil des années. J'ai réalisé, expérimenté, échoué, puis recommencé. Ce processus a duré environ 4 ans. Je me suis dit que j'avais été stupide de dire à tous de s'entraîner jusqu'à l'échec. Même après avoir arrêté de le faire moi-même, je pensais encore que c'était une façon raisonnable de s'entraîner. Et j'ai découvert que c'était vrai. En quelque sorte, je pense que j'ai juste laissé tomber. Et puis je me suis dit, ouais, je ne referai plus ça. Ce genre de truc, tu vois? Ouais. C'est parce que dans ma tête, je le justifiais. Ouais, et ça avait du sens. Je me suis entraîné dans les 2 sens, tu sais? Bien sûr. Tu vois? Donc ce n'était pas comme si j'étais le seul, tu sais, à m'entraîner dedans. Bien sûr. Donc je m'entraînais dans les 2 domaines. Mais ensuite, j'ai commencé à faire de plus en plus mes propres réglages. Ensuite, j'ai travaillé sur toute l'amplitude, la pleine amplitude. Puis j'ai commencé à faire des exercices de mobilité pour moi-même. Et je me suis dit, ouais, ça c'est un mauvais conseil. Ce n'est pas un bon conseil. Donc, je donnais des conseils de musculation à mes amis. Des amis plus âgés à moi, je suis toujours ami avec eux. Mais c'était à l'époque où, tu vois, j'ai commencé à donner des conseils quand j'avais 19 ans. Mes amis sont du genre très méthodique. Ils écoutent vraiment, ils se souviennent vraiment et ils appliquent. Tous les quelques années, je m'entraînais avec eux en leur disant de faire ceci plutôt que cela. Ils me répondaient que j'avais dit de faire comme ils faisaient. Après un certain temps, je leur disais que la science évolue et qu'à l'époque, je ne savais pas grand-chose. J'ai donc dû admettre mon erreur en regardant mes amis droit dans les yeux. Je voulais leur respect plus que tout. Admettre mon tort m'a apporté beaucoup d'humilité. Aujourd'hui, je ne dis plus à mes amis ce qu'ils doivent absolument faire. Je leur dis plutôt que c'est ma meilleure estimation actuelle selon les preuves et mon expérience. Oui, c'est tout ce qu'on peut avoir, une très bonne estimation, mais mon estimation actuelle est bien meilleure que la certitude que j'avais à l'époque. Mais ça t'apprend vraiment l'humilité de te dire « Ouais, c'était vraiment débile ». Mes amis m'ont contredit, disant que j'avais dit quelque chose qui aurait du sens. J'ai répondu que non, en expliquant pourquoi, et ils ont réalisé que je m'étais vraiment trompé. Je leur disais « Oui, je me suis vraiment trompé ». Ouais, donc... Ouais. Même si je sais ce qui est correct, c'est quand même genre, fais ce que tu veux, fais-le,
Je veux dire, tu pourrais essayer ça, oui, c'est soutenu par la science, blabla, mais tu fais ce que tu veux, vraiment. Fais ce que tu veux faire. Je peux juste te donner des conseils. Ouais, fais ce que tu veux de mon corps. Ouais, Christina Aguilera et Lady Gaga, tu connais cette chanson, je l'adore. Surtout quand mon gars R. Kelly arrive dans ce remix. Très bien, super. Ouais, on est annulés. Tous. Très bien. Puisqu'on parle de mauvais conseils, qu'en penses-tu? Maintenant, nous sommes tous les deux dans le chat, tout le monde nous a posé la question et nous l'avons fait tous les deux en vidéo. Mike Mentzer a parlé d'entraînement. J'ai des difficultés avec ça, Ce texte est difficile pour moi. J'ai à la fois une compréhension et une aversion pour les tendances. Je vais vous expliquer pourquoi. Je ne suis pas les tendances. Je ne suis plus un ado. J'utilise la sagesse acquise au fil du temps pour interpréter au mieux l'état actuel des preuves. Quand tu es coaché par des entraîneurs de bodybuilding d'élite, même s'ils sont un peu du genre « bro », j'ai parlé une fois à Matt Johnson de la façon dont il entraîne ses athlètes, comme les drogues et le reste. Il ne m'a rien dit. C'était tendance. Je lui ai demandé comment il savait tout ça. Je ne suis même pas d'accord avec certaines choses qu'il a dites. Son raisonnement était que c'est ce qui semble fonctionner à long terme pour les meilleurs. C'est un bon raisonnement. Ce n'est pas le meilleur possible, mais c'est vraiment bien. On m'a demandé plusieurs fois ces derniers mois ce que je pense de Mike Mensa. Et je peux donner une bonne réponse. Je vais le faire dans une seconde. Mais ma réponse spontanée, c'est que j'ai 40 ans, ou à peu près 39. J'ai entendu parler de Mike Mentzer il y a 20 ans, et au moment où j'ai entendu parler de lui, tout ce qu'il avait pensé et dit avait déjà été écrit. Et dit, j'aurais pu pleinement apprécier l'étendue de son analyse parce qu'il était, disons, pertinent dans les années 80, puis plus du tout, c'était fini. Il n'est tout simplement plus là. Alors quand les gens demandent « Qu'est-ce que tu penses de Mike Mentzer ?» Mon idée un peu cynique est que chaque fois que je pense à Mike Mentzer, j'y avais déjà pensé il y a 20 ans. Ce qui veut dire que Mike Mentzer avait quelques idées, il a dit des choses qui étaient brillantes, très justes et qui méritent vraiment notre attention. Il a également tenu d'autres propos fous, psychotiques, complètement stupides et totalement déconnectés de la réalité. Mais l'idée, c'est que les connaissances modernes, ce qu'on m'a enseigné à l'école, la périodisation moderne a déjà intégré tout ça. C'est comme demander, et ça va en offenser certains, que penses-tu de la médecine alternative ? Tout ce qui fonctionne en médecine alternative s'appelle simplement la médecine et c'est ce que tu pratiques. Je n'y pense donc pas vraiment. Donc pour ce qui est de Mike Mentzer, parce que c'est une mode. On sait déjà ce que Mike Mentzer a fait, qui a bien fonctionné, et on sait déjà ce qu'il a fait, qui n'a pas bien fonctionné. Je vais dire autre chose, la raison principale pour laquelle les gens essayent de s'intéresser aux conneries de Mike Mentzer, ce n'est pas que Mike Mentzer avait vraiment une analyse convaincante du processus de musculation basée sur des preuves solides ou des heuristiques pertinentes. La raison pour laquelle les gens s'intéressent à Mike Mentzer, d'après ce que je peux voir, c'est pour plusieurs choses. Premièrement, il avait une moustache stylée. Honnêtement, je pense que les gens aiment juste ça. Le look des années 80, deuxièmement. Aller jusqu'à l'échec est un truc de dur à cuire. C'est simple, que ce soit une série ou une répétition vraiment difficile. Les gens aiment la simplicité et deviennent anxieux face à la complexité. Ils apprécient ce qui est simple et hardcore. Je suis un homme, je n'aime pas trop réfléchir, j'aime y aller sans vouloir offenser personne. Bien que ce ne soit pas le cas pour la majorité, certains adhèrent à cette philosophie car, honnêtement, ils sont tout simplement incroyablement paresseux. Mike Mentzer, bodybuilder célèbre des années 80, recommandait une seule série par semaine pour les jambes. Son physique impressionnant et son attitude cool ont convaincu beaucoup de gens d'adopter cette méthode. Et la raison principale pour laquelle Mike Mentzer est quelqu'un qui est considéré, je dirais, plus qu'il ne le devrait à l'heure actuelle, c'est parce qu'il est en tendance sur putain de TikTok avec ses enfoirés de TikTokers, ce qui est dingue. Ce sont tous de bonnes personnes, comme nous tous, mais être en tendance ne signifie pas avoir raison, tu comprends? En résumé, mon opinion sur Mike Mentzer n'a pas changé depuis 20 ans et pourrait se résumer très facilement. J'ai vu un reel fou sur YouTube Shorts, c'était les conseils de Mike Mentzer sur l'alimentation. Ça me paraît dingue. Ce gars était là en 1982. Je me fiche de ce que quelqu'un disait sur l'alimentation en 1982. Je suis désolé, car ses propos sur l'alimentation ont déjà été assimilés par tous. En 1988, 1996, 2012. On est en 2023 ici, mec. Ensuite, tu vas me dire ce qu'Elvis a mangé au petit déjeuner et en quoi c'est pertinent. On s'en fout royalement. Mike Mentzer était impressionnant pour son époque, mais pas dans l'absolu. Mike Mentzer n'avait pas d'intuition particulière que nous n'avions pas. Quand les gens demandent à quoi ressemblait son régime, la réponse est non, il n'avait rien de spécial. Je me demande pourquoi tu veux absolument savoir ça. Est-ce que tu t'intéresses vraiment à la façon dont une Ford Mustang de 1976 fonctionne? Pourquoi? Sa consommation d'essence est élevée, son accélération de 0 à 60 est lente. C'est un véhicule lourd et polluant. Je veux une Tesla, une voiture moderne. La Mustang des années 70, c'est cool, mais je m'en fous. C'est juste une voiture classique sympa.
Alors c'est pour ça que j'adore ces forums, avec les photos et vidéos de Mike Mentzer en train de s'entraîner. C'est inspirant et historique. Mais est-ce que je veux suivre ses conseils? Autrement dit, utilisez-vous Microsoft sur Disk Operating System comme système d'exploitation? Ou utilisez-vous un autre système d'exploitation ou Windows? T'es dingue? Pourquoi tu ferais ça? Crois-moi, Duck Hunt c'est super fun! Voici mon avis sur le phénomène Mike Mentzer et l'adoration du 8. Ça n'en est tout simplement pas. Il y a de nombreuses raisons à cela, dont certaines très valables. Mais cela n'a rien à voir avec le fait qu'il avait de bonnes idées. Car si les idées t'intéressaient vraiment, tu ne te frayerais pas un chemin dans le labyrinthe pour trouver Mike Mentzer. Pour une approche optimale de la musculation, il faut... Tu pourrais aller voir, comment il s'appelle, l'entraîneur d'hypertrophie? Ouais, moi tu pourrais aller voir Kazam, ouais, tu pourrais aller voir Teamful, Rom et Roleplay et moi-même. Tu peux aller voir Johnny Shreve, tu peux même aller voir Greg 17. Mike Mentzer n'est pas là, il y était en 1982. C'est un peu étrange, tu vois ce que je veux dire. Ouais, c'est comme si quelqu'un t'envoyait, tu vois, genre à l'époque où tu faisais du foot, quelqu'un t'envoyait la routine d'échauffement ou celle de l'équipe de football de 1958. Tu dirais, d'accord, pourquoi? Genre, il y a peut-être des trucs intéressants dedans, mais ils font aussi des choses bizarres où tu te dis « Ah, c'est quoi ça ?» C'est comme les instructions de remise en forme d'après-guerre des années 1940. Qu'est-ce qu'on fait là? C'est drôle parce que c'est vrai, il y a vraiment des gens qui pensent à ça, et je vais même aller plus loin. Pensez-vous que si Mike Mentzer était encore en vie, il réfléchirait à ses propres conseils? Aurait-il la même opinion que nous sur les mauvais conseils? Il dirait « J'ai beaucoup appris depuis, mec. » J'ai donné des mauvais conseils en disant de s'entraîner 1 à 2 fois par semaine pour le bas du corps. Maintenant, je m'entraîne sérieusement. Tout ça, tu vois, c'est... Oui, tout a changé à 100%. Oui, les manuels ont changé. Absolument. Le plus grand changement a eu lieu. Je pense que c'était les années 80, ouais. Oui, avant, donc je pense que c'était en 88. C'était les années 80, 70, quand par exemple, l'entraînement pouvait te tuer. Et genre... les années 50 à 70 ont été une période de révolution, tandis que les années 80 ont été différentes. Le fitness grand public en était à ses balbutiements lorsqu'il a commencé à se développer. Ce type d'entraînement est efficace. Oui, je ressens, oui. Il a été l'un des premiers à faire une supposition éclairée sur le fonctionnement de cela, mais sa supposition n'était pas très bonne. Il devait trouver de bonnes idées, comme si vous demandiez aujourd'hui à un physicien théoricien son avis sur les opinions d'Albert Einstein concernant la mécanique quantique. Albert Einstein refusait de s'impliquer dans la mécanique quantique en raison de sa position philosophique qui ne tolérait pas l'incertitude. Et dans quelle mesure vous le feriez? Donc c'est comme s'il n'était même pas qualifié pour parler du sujet. Je sais, c'est Albert Einstein, n'est-ce pas? Cependant, la plupart des grandes découvertes de la mécanique quantique proviennent de ses contemporains ou de ses successeurs. Et donc, c'est un peu comme, oui, Albert Einstein, parce que ça paraît fou, genre, waouh, vraiment? Tu vas dire à Einstein qu'il avait tort. Il s'est donc trompé sur la mécanique quantique. Il a coulé avec ce navire. Je ne sais donc pas quoi te dire. Qui suis-je comparé à Mike Mentzer? Je vais être un peu prétentieux. Donc je ne veux pas vraiment dire tout ça, je veux dire au sens factuel, mais je ne veux pas avoir l'air d'un connard. Je suis plus grand et plus fort que Mike Mentzer, c'est tout. Je suis plus instruit et je sais plus de choses que Mike Mentzer, en grande partie parce que je suis un gars incroyable qui a vécu dans le futur. Cela change complètement la donne. Ouais, et j'ai appris tout ce qu'il a fait, puis tout ce qui est venu après, et ainsi de suite. Il y a aussi ça, où tu te demandes, pourquoi vous vénérez ce type? Genre, c'est un mec vraiment cool. Et en tant que personnage, il était vraiment génial. Il a balancé des vannes à Arnold, en face. J'adore ça. Mentzer et Arnold étaient contemporains. Arnold est revenu pour ça vers 1980. Olympia et Mentzer lui ont tenu tête, car ce n'était pas amusant. Arnold a-t-il changé sa méthode d'entraînement? Tu ne le demanderais pas à Ronnie, mais en connais-tu une version simplifiée? Arnold n'est plus au niveau compétitif depuis un certain temps. Mais de toute façon, il a fait, mais aussi, d'abord il a fait, et ensuite, écoute mec, Arnold c'est le putain de boss, tu vois? C'est le gars. Si Arnold arrive dans une salle où des pros de bodybuilding s'entraînent, il va les saluer et leur demander de le laisser faire un tour. Il va ensuite leur donner des conseils sans qu'ils réagissent vraiment. Cela m'a aidé dans les années 60, on lui dira « Je fais 10 fois ta taille ». Derek Lunsford ne va pas essayer de ressembler à Arnold, car il devrait perdre une quantité considérable de masse musculaire pour y parvenir. Pour séduire une petite fille, il faudrait être très affûté, comme se couper les jambes ou quelque chose de similaire. Donc c'est un peu comme si Arnold disait « Hey, ça, c'est un truc qui marchait dans les années 60. Beaucoup de gens, ils vont t'en donner un autre. » Une autre analogie ici, la conduite moderne en Formule 1, la guerre de F1 ou les courses de moto modernes. Ouais, s'il parle à quelqu'un qui faisait de la moto dans les années 70, c'est une opportunité historique incroyable. Tu pourrais en tirer quelques perles. Mais s'il commence à dire, genre, attends, tu vois, je prends les virages à cette vitesse, je ralentis à cette vitesse. Tu dirais que vous faisiez la course avec des Mario Kart à l'époque? Bah, c'est un monde complètement différent. Donc on en sait juste plus, tu vois? Le docteur Brad Schoenfeld est un excellent exemple de quelqu'un qui s'est tenu informé de tout cela. Il a commencé la musculation genre en 1896, ou un truc du genre, un truc de fou. Il a genre 1000 ans. Je plaisante Brad, je l'adore.
Non seulement il s'est tenu informé de la recherche, mais il en a produit environ la moitié. Je ne sais même pas combien de publications il a. Ce gars est resté là depuis longtemps et a contribué et a resté connecté avec les gens. Tout le monde, Je suis vraiment curieux d'entendre ce que Brad Schoenfeld a à dire. S'il avait été un excellent chercheur dans les années 80, mais avait arrêté depuis, je ne serais pas aussi intéressé par son opinion. Pour rendre cela concret, que pouvons-nous retenir de Mike Menzer? Je pense que ce n'est peut-être pas la meilleure chose à faire. Beaucoup de gens font trop de volumes inutiles. Ils ne vont pas assez fort à chaque série et se contentent de ça. Ils s'entraînent souvent en pensant que la quantité compensera le manque de qualité. Mike Menzer avait donc raison de dire que entrer dans une série, c'est partir en guerre. Et une excellente technique, et tu y vas à fond, tu frappes vraiment fort. J'adore ça. Et il mettait vraiment l'accent sur la récupération. La récupération est indispensable pour progresser. S'entraîner de façon linéaire ne suffit pas. Quand la récupération ne suit plus, réduire l'entraînement permet de s'améliorer. Excellent conseil à retenir. Donc si ta routine actuelle te semble un peu trop et que tu trouves que la qualité n'est pas au rendez-vous, n'hésite pas à l'ajuster. Réduis ton volume de moitié, double ton intensité à chaque série pour aller au maximum. Donne-toi à fond pour d'excellents résultats. Des résultats, ouais. Vers la fin de sa carrière, Mike Menzer a commencé à tenir des propos étranges. Il suggérait de n'entraîner chaque muscle qu'une fois toutes les 2 semaines, avec une seule série par muscle chaque semaine, quel que soit l'exercice. Selon lui, faire plus d'une série, beaucoup de ses délires philosophiques étaient vraiment dingues. En fait, le truc, c'est que sa philosophie était en quelque sorte dérivée de manière tangentielle de l'objectivisme d'Ayn Rand. C'est de là que vient en grande partie ma philosophie. Mais curieusement, ils n'ont pas dérapé philosophiquement vers des idioties. Par exemple, vous entendrez les partisans de Mentor dire que faire plus d'une série est arbitraire. Ouais, et genre, est-ce que ça te semblerait fou si je te disais que même une seule série, c'est Arbitraire? Ouais. tu vois, genre, il n'y a pas vraiment de nombre précis, tout nombre supérieur à un est aléatoire. 1, c'est aussi aléatoire, pourquoi pas 2? Je n'ai jamais eu quelqu'un qui m'ait répondu intelligemment à ça, d'ailleurs. La question est, après une série difficile, les muscles sont-ils cuits, ou peut-on enchaîner une autre série difficile après 3 minutes de repos? Déjà fatigué après une seule série, vous êtes vraiment en mauvaise forme si c'est votre maximum. Donc, tu vois, tu peux imaginer emmener un bodybuilder pro faire une séance de tirage, et on fait juste une série de tirages à la poulie, à fond. Fatigué, il repose la barre et demande quoi d'autre. Tu réponds que c'est l'heure des biceps. Il s'étonne du dos, mais tu confirmes que c'était fini. Ça va vraiment pousser? Il apprécie l'absence de congestion, de courbatures et de fatigue. Prêt à s'entraîner le lendemain, il est de retour et dit être présent. Ils font une série difficile chaque jour, s'entraînant 6 jours par semaine. Tu lui dis que tu t'entraînes à nouveau lundi prochain et il va simplement te dire de dégager de sa vue. Là, je pense que la philosophie de faire moins, mais avec une meilleure qualité, est quelque chose que les hommes ont apporté, et c'est génial. Mais prendre ce genre de conneries au pied de la lettre et dire des trucs débiles, comme tout ce qui dépasse une série est arbitraire. C'est comme si ton interrupteur des émotions était allumé et celui de la réflexion éteint depuis un moment. J'essaye d'être gentil à ce sujet, mais c'est particulièrement difficile pour moi. J'ai vu la philosophie High Intensity Training. Je suis dans le monde de la musculation depuis 20 ans. Avant ça, j'étais un enfant. Mais comme l'un de mes professeurs à East Tennessee State, Doc Stone, qui a maintenant plus de 70 ans, nous a dit quelque chose d'inoubliable. Un doctorant dans la classe a posé une question sur l'entraînement du tronc. Un programme de doctorat, oui. Il a dit qu'il faisait de la musculation depuis 1965 et voulait partager son expérience sur l'entraînement du tronc. Tous les 5 ans, l'entraînement du tronc renaît sous un autre nom. Le mâle revient tous les 5 ans environ depuis longtemps, disparaissant parfois 1 an ou 2 avant de réapparaître. L'entraînement revient, avec un focus sur la stabilité et la colonne vertébrale, une justification douteuse pour vouloir des abdos parfaits. Exactement de la même manière que les séries à faible volume proches de l'échec et d'autres choses. Johnny, combien de fois as-tu vu une variante du régime pauvre en glucides revenir sur le devant de la scène dans ta vie d'adulte, lorsque tu faisais attention à la nutrition? Toujours en train de ressortir tout le temps. C'est ça. Et donc, pour moi, ce n'est pas frustrant, mais c'est plutôt comique quand les gens me demandent de nos jours ce que tu penses de Mike Menzer. On en a déjà discuté, il me semble. Et ce que j'oublie, c'est que beaucoup de ceux qui posent la question maintenant ont la vingtaine, début de la vingtaine, ou sont à la fin de l'adolescence. La dernière fois qu'on parlait de Hit, ils avaient 12 ans. Ils découvraient alors que Lara Croft pouvait avoir un mode dans le jeu vidéo où on la voit se masturber. C'est ce qu'ils faisaient à l'époque. Et maintenant, ils voient Mike Menzer et ils se demandent « Qu'est-ce que c'est ?» Et toi, dis-leur d'aller sur ChatGPT et de demander « Mike Menzer est-il le roi du bodybuilding ?» ChatGPT, peux-tu me dire en quoi Mike Menzer avait raison et aussi en quoi il n'avait pas raison? Elle fera un excellent travail. Ouais, c'est génial. C'est tellement vrai. C'est tout ce que j'ai. Mon gars, mais... Ça a marché pour moi. Je le fais depuis des années. Mais j'ai eu les meilleurs résultats.
On n'a pas fini car je dois en parler. C'est parfait. À chaque fois que tu dis un truc comme ça, des milliers de personnes dans les commentaires affirment que ça a marché pour eux. Génial. Je t'encourage non seulement à continuer ce qui a fonctionné pour toi, mais aussi à explorer les limites et à expérimenter un peu. Disons que tu adores vraiment les blondes et que tu aimes sortir avec des blondes, mais pas les blondes platines ni les blondes vénitiennes, juste les blondes classiques. C'est ton truc, ça ne veut pas dire que tu ne devrais plus jamais parler à d'autres filles. Tu pourrais tomber sur une brune ou même une rousse, tu vois? Peu probable, mais je plaisantais. Reste calme, c'était une mauvaise blague. On est sûrement annulé. Un peu moins et un peu plus blonde. Tu pourrais être en train de découvrir de nouvelles choses, tes goûts et ton corps changent, puis tu passes à d'autres changements. De même, si tu fais des séries jusqu'à l'échec, c'est du high intensity training et ça fonctionne très bien. Essaye de faire 1 à 2 séries jusqu'à l'échec pendant quelques semaines. Essaye même d'en faire encore moins que ça. Vois où se trouve ta limite, parce que ensuite tu pourras petit à petit affiner ta méthode pour arriver à quelque chose d'optimal. Ne te contente pas de te dire « Bam, c'est tout ce que je fais ». Fais les rails, mais essaie de construire une voie ferrée un peu dans cette direction et un peu dans l'autre direction. Tu pourrais découvrir quelque chose. Voici un exemple parfait. Disons que tu t'entraînais, que ton volume maximal récupérable pour un groupe musculaire par semaine était de 15 séries, et que tu venais d'un programme où tu faisais régulièrement 20 séries, au-dessus de ton maximum recoverable volume. Tu es littéralement en train de perdre du muscle. Oui, et il y a des gars comme ça qui s'entraînent dans ta salle en ce moment. Oui. Et puis ils découvrent que Mike Spencer existe, et ils se rappellent que le maximum recoverable volume, c'est « Qu'est-ce que j'ai dit ?» Et ils vont lire toutes ces conneries, et ils vont sur 5 gains de leur vie, parce que ils ne sont pas surentraînés pour la première fois. Jamais ils ont dépassé leurs limites. C'est normal de rester là-bas. Mais comme dans l'exemple, essaye 3 fois. Quelques mois plus tard, tu réalises que tu n'as pas autant progressé qu'avec 5 séances. Tu n'es ni courbaturé, ni fatigué, et tu récupères facilement. Alors Non, sûrement pas. Ne descends pas tout de suite. Essai 7. Si ta valeur de rendement minimale est de 15, tu passes de 5 à 7, tu te diras « ça s'améliore ». Essai 9. Ensuite 10. Finalement, la routine 10 te fera progresser au mieux. Tu te diras « Dieu merci, j'ai écouté Mike Mentzer car les 20 séries, ce n'est pas pour moi ». Mais ensuite, merci mon Dieu, ce n'était pas juste comme si Mike Mentzer était Dieu. Tout ce qu'il disait n'était pas forcément vrai. J'ai expérimenté un peu avec le minimum et le maximum, et j'ai découvert qu'en fait, vraiment, c'est entre 10 et 15. C'est là que j'obtiens mes meilleurs résultats, exactement. Risqué. est une autre chose, et ça fonctionne dans tout, y compris les pauses. Comme quand quelqu'un prend des pauses comme s'il avait un coach de pause, c'est un très bon coach de pause. C'est tout à fait possible de prendre certaines pauses où tu as l'air bien, oui, compétent. Tu ne juges pas quelqu'un en te demandant ce qu'il fait. Tu te dis que ça a l'air bien, mais tu explores ensuite un autre style. Normalement, je procède ainsi. Je vais peut-être essayer comme ça, puis comme ça, et éventuellement, c'est peut-être un autre coach qui travaille avec toi. Soudain, avec une bonne rotation des hanches, ils exécutent une variante améliorée de la pose du double biceps de face. Retourne en arrière et vois si tu peux mieux réussir l'autre, puis reviens à la nouvelle. Choisis. Avec le temps, ta pose évolue. Imaginez quelqu'un dire « j'ai toujours posé de la même façon » serait étrange. Pendant 15 ans, tu te dis « donc tu n'as rien appris en 15 ans, ou alors tu étais parfait dès la première fois ?» Pars d'ici. Même les meilleurs culturistes ont une mauvaise pose. La mienne est nulle. Je vais te montrer quelqu'un d'autre. Ronnie Coleman est le roi, c'est l'homme. Avec tout le respect du monde pour lui, Johnny, on le sait très bien tous les deux. Il y a genre 10 poses où Ronnie laissait vraiment à désirer. Lorsqu'il prenait la bonne pose, il avait les mains jointes. Il ne faisait jamais la pose muscular, une pose divine. Il se contentait de faire constamment la pose du crabe. Je pensais que le style trapèze était cool, mais en fait non. Tu vois, la pose de profil, c'était du Ronnie tout craché. Allez mec. Si Ronnie Coleman a pu apprendre à mieux poser, tu peux aussi y arriver, bordel. C'est un autre exemple du genre. Ne prends pas tout littéralement, expérimente par toi-même. C'est l'idée générale qui est valable, pas la magie des chiffres. Essaye 3 ou 7. Regarde où ça mène. Ouais, parfait. Les gars, à la prochaine. N'oubliez pas, c'est le faire qui aiguise le faire. En attendant, poursuivez vos rêves sans surcharger votre vie.